Gertrude Stein, l'américaine qui a pris sa place à Paris. Si vous voulez comprendre le Paris des artistes, il y a une adresse à connaître, le 27 rue de Fleurus. Derrière cette porte, il y avait des tableaux de Picasso, de Matisse, de Cézanne. Il y avait des écrivains américains, irlandais, des peintres, des disputes, des idées nouvelles. Et au centre de ce petit monde, il y avait une femme, une américaine du nom de Gertrude Stein. Elle n'était pas peintre, elle n'était pas française, mais Picasso, Matisse, Hemingway et Fitzgerald, parmi tant d'autres, venaient chez elle. Ils venaient voir ses tableaux, ils venaient écouter ses idées, ils venaient chercher son avis, son opinion, et son avis pouvait ouvrir des portes. Mais voici la question. Comment cette femme, que les artistes écoutaient presque comme une autorité, a-t-elle fini par être attaquée par certains d'entre eux? Qu'a-t-elle osé dire? C'est son histoire. Gertrude Stein arrive à Paris en 1903. Elle a 29 ans. Elle vient des États-Unis. Elle a grandi surtout à Oakland, en Californie, près de San Francisco. Avant Paris, elle a étudié. Elle a même commencé des études de médecine. Oui, de médecine. Mais cette route ne semble pas être la sienne. Alors, elle rejoint son frère Léo à Paris. Et comme beaucoup d'expatriés, elle arrive avec une question silencieuse. Qui puis-je devenir ailleurs? Vous connaissez le mot ailleurs? Ailleurs, ça veut dire dans un autre lieu. À cette époque, Paris est une ville vibrante. La peinture change, la littérature change aussi. Les artistes veulent casser les anciennes formes. Casser, ça veut dire briser, ça veut dire détruire. Gertrude le sent. Elle vit dans l'air du temps. Vivre dans l'air du temps, c'est sentir ce qui change autour de soi. Elle comprend que Paris n'est pas seulement une belle ville. Paris est un laboratoire, un lieu où l'on essaie, un lieu où l'on invente, un lieu où l'on recommence. Avec Léo, Gertrude s'installe au 27 rue de Fleurus, près du jardin du Luxembourg. Sur les murs, il y a des tableaux de Cézanne, de Matisse, de Picasso, parmi tant d'autres. Aujourd'hui, ces noms sont immenses, mais à l'époque, leur art choque. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ces formes étranges, ces couleurs fortes, ces visages qui ne ressemblent pas toujours à des visages. Mais Gertrude regarde autrement. Elle ne cherche pas seulement ce qui est joli, elle cherche ce qui est vivant, elle cherche ce qui annonce l'avenir. Et c'est peut-être son grand talent. Gertrude Stein sait voir avant les autres. Le samedi soir, les artistes viennent chez elle. Ils montent les escaliers, ils regardent les tableaux, ils parlent d'art, ils se disputent parfois. Son appartement devient un salon. Un salon ici, c'est un lieu de conversation, d'idées, de rencontres. Et dans ce salon, Gertrude n'est pas seulement la femme qui reçoit. Elle écoute, mais elle répond, elle donne son avis. Et peu à peu, les artistes deviennent presque dépendants de son opinion. Ils veulent être vus par elle, être validés par elle. Son pouvoir n'est pas bruyant, mais il est réel. Picasso le comprend. En 1905 et 1906, il peint le portrait de Gertrude. Mais le portrait surprend. Le visage est fort, presque comme un masque. Quelqu'un aurait dit que le portrait ne lui ressemblait pas. Picasso aurait répondu: elle finira par lui ressembler. Peut-être que Picasso ne peint pas seulement la femme devant lui, peut-être qu'il peint la femme qu'elle est en train de devenir, une femme solide, une femme impossible à réduire.
Réduire quelqu'un, cela veut dire le rendre plus petit qu'il n'est vraiment. Et Gertrude Stein ne veut pas être réduite. Elle veut écrire, elle veut penser, elle veut prendre sa place. Prendre sa place, cela veut dire oser exister pleinement à 100%. Son écriture à Gertrude, elle aussi, dérange. En fait, elle n'écrit pas comme tout le monde. Elle écrit d'ailleurs surtout en anglais, même si elle vit en France. Elle répète souvent les mots, elle joue avec la grammaire, elle utilise la ponctuation à sa manière. Parfois, elle omet les virgules. Dans Three Lives, elle écrit des portraits de femmes. Dans Tender Buttons, les objets et les chambres deviennent presque de la musique. Ce n'est pas toujours facile à lire, mais c'est libre. Et cette liberté parle aux artistes autour d'elle. Elle leur montre qu'on peut casser les règles pour voir autrement. Puis arrive Hemingway, un jeune Américain à Paris. Il veut devenir écrivain. Gertrude lit son travail. Elle le conseille, elle le critique aussi. Aïe aïe aïe. Elle est liée à une expression célèbre. Vous êtes tous une génération perdue. Hemingway reprendra cette expression célèbre dans The Sun Also Rises, mais leur relation devient quelque peu difficile. Au début, il y a de l'admiration, puis il y a de l'orgueil. L'orgueil, c'est une fierté trop grande. Puis il y a des blessures. Hemingway la critique. Gertrude écrit aussi sur lui. Et quand elle écrit sur les hommes célèbres, elle ne les raconte pas comme des statues. Elle les raconte comme des hommes de tous les jours, avec leurs talents, mais aussi avec leurs faiblesses. Et cela, certains ne le supportent pas. Le vrai retournement arrive en 1933. Gertrude Stein publie The Autobiography of Alice B. Toklas. C'est sa compagne, sa femme, enfin la personne qu'elle côtoie. Mais le titre est un jeu. On croit lire l'histoire d'Alice, en réalité, c'est Gertrude qui écrit. Et elle raconte Paris, elle raconte son salon, elle raconte Picasso, Matisse, Hemingway, les disputes, les petites phrases. Elle raconte les coulisses. Les coulisses, ce sont les choses que le public ne voit pas. Le livre plaît au public, mais dans le monde artistique, tout le monde n'est pas heureux. Plusieurs artistes et écrivains protestent contre elle dans un texte intitulé Testimony Against Gertrude Stein. Ouh là là, c'est fort quand même. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la manière dont elle les a racontées. Pendant des années, ces hommes sont venus chez elle. Ils ont regardé ses tableaux, ils ont cherché son avis. Mais quand elle prend prendre la plume, pour raconter sa version de l'histoire, certains veulent reprendre le contrôle du récit, décider qui a le droit de raconter. Mais Gertrude Stein a déjà fait son choix. Elle a quitté l'Amérique, elle a choisi Paris, elle a construit son monde. Et maintenant, elle écrit sa version. Alors, que nous dit cette histoire aujourd'hui? Peut-être ceci: on ne quitte pas toujours son pays parce qu'on le déteste. Parfois, on part parce qu'une autre vie nous appelle. Gertrude Stein ne vient pas à Paris pour devenir française. Elle vient à Paris pour devenir plus pleinement elle-même. Elle arrive comme une étrangère, elle devient une voix, elle crée un lieu, et peu à peu, les autres viennent à elle. Elle ne fait pas que déménager, elle recommence. Elle repart de zéro. Et dans cette nouvelle vie, elle refuse d'être petite. Gertrude Stein reste une figure complexe, parfois difficile, souvent incomprise, mais son histoire nous rappelle que Paris n'est pas seulement une carte postale. Paris peut être un laboratoire, un lieu où l'on essaie, où l'on invente, où l'on ose prendre sa place. Et vous, si vous commenciez un nouveau chapitre en France, quelle partie de vous-même oseriez-vous enfin laisser vivre? Racontez-nous en commentaire. À bientôt et n'hésitez pas à soutenir le podcast
en likant, en laissant un commentaire, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, à la prochaine, c'était Déborah.